avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois, et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fanny. Bonjour Cédric. Voilà, donc nous faisons encore une fois semblant qu'on ne s'est pas vu il y a 3 secondes et demie. Mais incroyable, je viens d'arriver, merci. C'est la folie, c'est la folie. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je suis ravi de te recevoir à nouveau pour les auditeurs Papatriarcat Plus. Nous allons continuer un peu ce récit pour aller un peu plus loin dans ton vécu de parent, dans ton histoire de parent. Oui. Comment est-ce que tu as vécu ce deuxième enfant, cette arrivée du deuxième enfant? Déjà, est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était surprise? Je n'ai pas pu m'empêcher de noter qu'il y a quand même un certain nombre d'années d'écart. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors, effectivement, il y a eu pas mal d'années d'écart. Donc, nos enfants ont 4 ans et demi d'écart. Alors, au tout début avec Thibaut, on s'était dit qu'on voulait 3 enfants. Voilà, sur le papier, c'était un peu le modèle familial dont on rêvait. Et puis Ellie est née, et puis voilà, il y a eu, c'était une enfant avec beaucoup d'intensité et qui nous a pris beaucoup de temps. Et en fait, on était les tout premiers à avoir un enfant. Donc en fait, on n'avait pas d'amis avec des enfants. Donc c'était compliqué. On avait un couple d'amis, mais on les voyait pas tout le temps. Et donc à ce moment-là, on s'était dit pourquoi pas un enfant, surtout que moi j'avais développé ma carrière dans l'illustration et que je m'épanouis mais vraiment follement dans mon travail. C'était difficile de me dire à quel moment je trouve un créneau bébé là-dedans parce que voilà, j'avais tellement de projets, tellement de choses et puis vraiment ça me demandait beaucoup de temps de m'occuper de ma fille et j'avais envie que ça soit du temps qualitatif. C'est-à-dire que je m'étais dit un autre enfant dans ce quotidien, ça va me faire bâcler quelque chose. Ça va me faire bâcler une partie de mon travail ou bâcler une partie de ma relation avec ma fille parce que je voulais que chacun ait un temps de qualité. Donc, je m'étais dit, c'est chouette là, dans mon couple, c'est on a de plus en plus de temps de qualité parce qu'Ellie grandit. Avec ma fille, on a plein de temps de qualité parce que j'avais enfin trouvé un rythme, vu qu'elle rentrait à l'école, que du coup, j'arrivais à travailler en journée et pas travailler la nuit comme je faisais normalement pour compenser le fait que j'arrivais pas trop à travailler la journée. Donc voilà, il y avait tout ce truc-là où on avait trouvé un équilibre et qui me convenait parfaitement. Et en même temps, une sorte de culpabilité permanente sur le fait de ce que je considérais laisser ma fille seule. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a des enfants, des enfants qui n'ont pas de frères et sœurs et qui le vivent très bien. D'ailleurs, j'avais tous les témoignages. Moi, j'allais parler avec plein de gens, des gens qui avaient plein de frères et sœurs, des gens qui en avaient qu'un seul, des gens qui avaient beaucoup d'écart ou pas, ou des enfants uniques. Et je voulais savoir tout et j'avais tous les sons de cloche, des gens qui avaient adoré avoir des frères et sœurs, des gens qui avaient adoré être enfant unique et ainsi de suite. Donc je me rassurais un petit peu selon quel que soit le choix qu'on ferait sur le fait que ma fille serait heureuse. Et puis en fait, Ellie a commencé à émettre le souhait d'être grande sœur et c'est devenu de plus en plus présent et quotidien. Et donc l'année dernière, autour de septembre, octobre, ça a commencé à devenir vraiment une demande quotidienne. Tous les jours, elle nous disait je veux être grande sœur. Donc en plus, elle ne nous disait pas je veux une petite sœur ou je veux un petit frère, elle disait je veux être grande sœur. Et pour Noël, moi, ce que je souhaite le plus, c'est être grande sœur. Donc ça a commencé à devenir un truc. Ça a fait jouer une sorte de corde un peu sensible en moi où je me disais, il y a un moment où la question, en fait, dans quelques années, on pourra plus la poser. Donc, je disais à Thibaut, est-ce que ça te dit qu'on se pose à un moment donné, on se donne à un moment où on commence à en parler pour savoir si on souhaite avoir un deuxième enfant ou pas. Évidemment, quand on a commencé à se poser pour en parler et qu'il s'est avéré qu'en fait, on souhaitait agrandir la famille, du moment où on a émis ce souhait-là, c'est devenu une évidence et ça nous a plus jamais quittés. On s'était dit, on en reparle dans tant de mois parce que ça sera plus pratique ou je sais pas quoi. Et puis, non, l'envie, elle est là. Allez, c'est parti. Et puis, en avant Guingamp.
C'est ça. On a encore une fois eu la chance infinie de ne pas avoir la difficulté de tomber enceinte. Donc, on sait la chance que c'est parce que c'est pas commun à tous. Et puis, comme pour Ellie, on en a parlé très rapidement aussi parce que c'était une évidence pour nous de partager ça, que ça soit un moment compliqué ou un beau moment, voilà, de voir la grossesse avancer sans heurts et sans problème. C'est ce qui s'est passé encore une fois. Donc là, plus virulent sur les mots de la grossesse que pour Ellie. Beaucoup de nausées, mais voilà, beaucoup de bonheur parce que je partageais ça avec ma meilleure amie qui est tombée enceinte en même temps que moi. Donc là, on était sur un truc assez chouette parce que on avait plein de copains qui commençaient à faire des bébés. Donc vivre des grossesses en parallèle, c'était quelque chose de complètement différent. Et quand même cette question de l'écart d'âge où on se disait est-ce qu'ils vont créer une complicité et tout ça, et en même temps pour nous la satisfaction de savoir que oh bah bébé, je dis que je suis contente de ton arrivée mon cœur. La satisfaction d'avoir déjà une grande fille qui du coup ça serait pas des couches à changer en parallèle, ça serait pas un enfant qu'il faut accompagner dans le sommeil très longtemps alors qu'il y a un nouveau-né. Donc pour nous c'était aussi un bon équilibre. Et puis voilà, la grossesse se déroule bien. Ellie super heureuse de la future arrivée de son petit frère parce qu'on a su rapidement que ça serait un petit garçon. Et puis voilà, je m'emballe, donc je ne sais plus. Moi, je voudrais savoir si Fanny le dragon était réapparu. Non, pas cette fois. Non, écoute, agréablement surprise, j'étais d'une facilité. J'espère que Thibaut aura dit la même chose, mais pour le coup, non, j'étais vraiment, et j'étais en fait aussi, j'étais pas la même. Fanny le dragon à l'époque de la grossesse d'Ellie, c'était quelqu'un qui allait pas bien. Hein. Vraiment, je m'en rends compte aujourd'hui. Je me traînais des boulets aux pieds d'une lourdeur. Et puis, c'était ce que j'ai dit dans le podcast auparavant, ce truc de me dire, de toute façon, cet enfant, je vais l'aimer, mais lui ne m'aimera pas, parce que c'est ça la relation parent-enfant, c'est que les enfants, ils finissent par détester leurs parents. Et là, j'avais assimilé le fait que non, on pouvait créer une super belle relation avec son enfant. Donc, voilà. Et puis moi, j'allais très bien. Vraiment, c'est vraiment, j'ai une vie aujourd'hui avec beaucoup de bonheur, avec un conjoint qui est absolument incroyable et merveilleux, une petite fille qui me comble de joie et d'émerveillement chaque jour, avec toute la complexité de sa personnalité, de ses émotions qui sont un émerveillement. Et quand je dis ça, c'est même dans sa colère, elle m'émerveille parce que j'adore la voir s'exprimer et verbaliser tout ça. C'est assez magique. Et puis mon métier, enfin tout allait très bien, donc j'étais très heureuse. Je prends ce bébé dans les bras. Viens là, mon amour. J'étais très heureuse, et cette grossesse arrivait à un moment mais parfait. Ce bébé, il arrivait, j'étais dans 2 gestations, c'est-à-dire que j'ai porté mon petit Tao le même temps que j'ai porté une BD que j'ai terminée et rendue 3 semaines avant mon accouchement. Ouais. C'est beau ça. Oui. Tu peux la citer si tu veux. Et ben, ça s'appelle On l'appelait Vermicelle et c'est sorti le 26 octobre. C'est une excellente BD. Merci. Qu'est-ce qui était différent dans ta grossesse, pendant ta grossesse? Est-ce que vous avez fait des choix différents par rapport à la première? Oui. Alors, déjà, moi, j'étais déjà bien plus éclairée sur beaucoup de choses. Hein. J'ai eu la même chose qu'avec Ellie, c'est-à-dire que je n'étais pas connectée à ce bébé. Donc c'était un peu compliqué, c'est-à-dire que des fois, je lui en voulais un petit peu à ce bébé que j'avais voulu, hein, mais j'en voulais à l'avance du temps qu'il allait me prendre sur mon temps avec Ellie. C'est compliqué hein, à assumer, je le dis parce que je ne ressens plus du tout la même chose. Enfin, quand bien même je ressentirais la même chose, c'est ok. Hein, je veux dire, on peut ressentir ce genre de choses. C'est compliqué, c'est douloureux, mais ça existe. Mais voilà, en tout cas, pendant ma grossesse, je me disais, ce bébé, il arrive, je le connais pas, et il va me prendre plein de temps avec ma fille chérie, la pauvre. Genre, je vais devoir m'occuper de ce bébé et j'aurai plus de temps de qualité avec ma fille.
Donc voilà, le même manque d'attachement. Par contre, j'avais vraiment ce besoin, moi, de me réconcilier avec mon corps. Voilà, on a parlé de vaginisme pendant le premier épisode. J'étais allée bien loin dans mon travail thérapeutique pour régler ce problème-là, mais j'avais encore besoin de me prouver que je pouvais mettre au monde un enfant avec moins d'aide médicale. Et j'ai eu la chance incroyable d'être contactée par une doula qui s'appelle Mélanie et qui, en gros, terminait sa formation de doula et avait besoin, pour valider sa formation, d'accompagner 2 couples qui s'apprêtaient à être parents. Et donc, elle m'a contactée et pour moi, ça a été une chance infinie parce qu'on n'avait pas prévu ce budget-là dans notre projet de naissance et qu'elle n'avait pas prévu de nous faire payer. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais en même temps, c'est pas un secret. Enfin, c'était pour valider sa formation, donc on avait trouvé ce truc, ce compromis qui était parfait pour nous. Et alors là, moi, je savais pas trop. D'où là, je savais à peu près ce que c'était, mais je ne savais pas ce qu'elle allait pouvoir nous apporter. Je me disais, je crois que j'ai déjà accouché, donc je crois que je dois connaître à peu près comment ça se passe et tout ça. Tu parles. Mélanie est entrée dans nos vies et en fait, elle m'a appris à me reconnecter en fait à vraiment à ce que mon corps sait et que je ne conscientisais pas, parce qu'en tout cas, je n'avais pas conscientisé sur ma première grossesse, sur mon premier accouchement. Et en fait, elle m'a vraiment donné une confiance en moi infinie, en mes capacités de donner la vie et en mes capacités à me passer voilà, d'une aide médicale, en tout cas notamment sur une péridurale. Et je rappelle que je n'avais pas de grossesse pathologique, une grossesse qui se passait extrêmement bien. C'est important de le dire parce qu'on nous dit... mais quand même, on a besoin du corps médical. Oui, il y a des grossesses pathologiques qui nécessitent un suivi médical. Aujourd'hui, on essaye aussi de démocratiser le fait qu'on peut accoucher aussi avec le moins d'aide médicale possible dans le cas d'une grossesse qui se passe extrêmement bien, hein, forcément. Donc voilà, moi, je n'avais vraiment pas de soucis. Bébé allait très bien et tout ça. Donc, on pouvait vraiment partir sur un accouchement le plus naturel possible. Et elle m'a vraiment apporté, outre des connaissances, il y avait pas mal de choses qu'elle me disait qui me parlaient et que en fait au final je savais, mais les répéter, recomprendre le processus de descente du bébé et tout ça, et surtout toute la confiance qu'elle me donnait, ça a vraiment contribué à cet accouchement que j'ai eu et qui a été absolument magique et une vraie renaissance pour moi, quoi. C'est beau, mais c'est super moment dit, je trouve. Oui. C'est parti de cette expérience que tu nous racontais dans l'épisode général qui finalement avait été douloureuse et violente, à quelque chose qui t'a fait beaucoup de bien, en fait, c'est ça? Oh oui. Donc, Oui, là, complètement. là, t'es arrivée comme une fleur, c'est ça? Et t'es ressortie comme une fleur? Oh, ah oui, mais vraiment. Alors pour le coup, si je peux raconter du coup l'accouchement en Oui, quelques vas-y. mots, ça s'est passé donc avec Thibaut, on devait juste se mettre d'accord sur lui sa peur de devoir m'accoucher à la maison. En plus, on nous avait beaucoup dit un deuxième, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et ça, c'était d'un commun accord. Tout le corps médical nous avait dit le deuxième, c'est celui qui va le plus vite. Plus vite que le troisième, que le quatrième, c'est comme ça, le corps sait faire et il est encore bien tonique, donc ça va très vite. Ah, tais-toi mon chaton. Et du coup, Thibaut avait une peur bleue de me voir accoucher à la maison. Il avait entendu le témoignage de Thomas VDB qui avait raconté l'accouchement de sa femme dans la salle de bain où il avait dû lui-même faire des trucs. Enfin, genre, c'était un peu genre le truc un peu extrême et Thibaut, ça l'avait vraiment paniqué. Donc, on devait se mettre d'accord sur lui qui me laisse quand même suffisamment de temps à la maison pour du travail parce que moi, je voulais limite tout faire à la maison. Et elle est la dernière minute à la maternité. Et en même temps, moi, lui faire confiance pour le moment du départ pour que tous les deux, on soit dans une zone de confort. Et puis, le jour de l'accouchement est arrivé, c'est-à-dire que j'ai senti des contractions au plein milieu de la nuit, je l'ai réveillé tranquillement. Et puis, tout de suite, lui voulait qu'on parte. Donc, j'ai encore essayé de négocier un peu de temps. Et finalement, ça allait très vite, j'ai perdu les os et on est parti à la maternité. Et en tout, entre ma première contraction qui a été tout de suite assez intense et la naissance de Tao, il s'est passé 3 heures. Donc ça a été extrêmement rapide
Et en fait, ça a été génial. Je suis arrivée à la maternité, on nous a mis dans la salle nature et en fait, on m'a passé un jet d'eau, enfin Thibaut m'a passé un jet d'eau dans le dos pendant toute la durée du travail. J'étais vraiment concentrée sur mes contractions, ça se passait très très bien. Elles étaient très intenses, mais en même temps, j'arrivais vraiment à me dire tout passe, c'est une vague, ça finit par passer, tout ça. Et je chantais, enfin je sais pas, c'était un moment, il y avait un truc presque un peu ouais magique, je sais pas, j'étais dans le moment, c'était beau et je savais que ça arriverait vite, enfin que même quand ça dure 17 heures comme pour ma première, à un moment donné le bébé il est là et c'est fini. Donc voilà, c'était ça, chaque moment passait et c'était ok. Et puis, la sage-femme avait complètement accepté notre projet de naissance. C'est-à-dire qu'on arrivait avec une feuille qui disait on veut pas de poussée dirigée. Donc, ça veut dire qu'il y a personne qui me dit pousser madame, c'était au moi quand je le sentais et comme je le sentais. Le moins de monde possible dans la salle et dans l'idéal que tout le travail se passe juste Thibaut et moi. Elle a complètement accepté qu'il n'y ait pas de contrôle donc du col, donc pas de toucher. Elle a accepté, elle m'a dit on va juste se baser sur votre ressenti, enfin ton ressenti parce qu'elle me tutoyait et c'était trop cool, en me disant dès que tu sens que ça pousse, tu m'appelles et là on s'y met. Donc il y avait vraiment rien d'invasif. Genre c'est-à-dire qu'elle, elle est rentrée 2 fois dans la salle, je crois, et la deuxième fois c'était au moment où je lui ai dit je crois que ça pousse. Et donc là, à ce moment-là, ils me font sortir de la baignoire. Et je me rappelle donc m'agripper au cou de Thibaut, m'agripper à une écharpe qui pendait parce que c'est la nature et tout ça. Et là, pousser debout. Donc le truc le plus animal possible dans des hurlements, et pas des hurlements de douleur, des hurlements de force, tu sais, tu as puisé ta force. Et après, pendant le moment, je me disais, ça se trouve, ça impressionne Thibaut. Et en fait, il m'a dit, mais pas du tout. C'était un truc presque animal et c'était hyper beau, en fait, de devoir puiser ta force dans la puissance de ton cri et tout ça. Et t'as et là, un sentiment. Alors déjà, pareil, ce bébé qui arrive et que j'aime, mais à la folie. Et je me disais, mais comment c'est possible? Je pensais que je pourrais jamais aimer plus que j'aime ma fille. Et en fait, il arrive et je l'aime autant. Et c'est possible, en fait. Il y a de la place, c'est possible, ce truc-là. Et je l'ai décrit dans un post où je disais, c'est quand même extrêmement intense ce sentiment où ton cœur, il sait pas, il fait de la place machin, c'est ton cœur, il se déchire pour faire cette place pour ce bébé et du coup t'es envahi par des émotions mais qui te bouleversent. J'en pleurais la nuit, je disais à Thibaut, je pleure parce que je l'aime tellement et que c'est trop pour moi en fait, je n'arrive pas à gérer cette émotion là et surtout cette reconnaissance envers mon corps, d'avoir réussi à accoucher, du coup la sage-femme m'a aidée juste parce que Tao a décidé de naître avec un bras en l'air, la main dans la bouche, donc l'épaule, le bras, machin et tout ça, les épaules de travers, donc elle a juste dû l'aider à sortir sur la fin, mais sinon c'est moi qui ai tout fait et j'étais vraiment j'avais l'impression que mon corps on se faisait un énorme high five en disant c'est bon on l'a fait, genre vraiment toi et ton mètre 54 t'as sorti ton petit bébé de 3,5 kg et c'est bon, ce problème, c'est ce blocage, tu viens de te prouver que t'avais réussi à être plus forte que ça. Donc ça a été un moment, une rencontre avec moi-même, et puis ce corps que je regardais toujours avec pas beaucoup d'amour et tout ça. D'un seul coup, je me disais, bah, tu sais quoi, tu peux baver du lait comme tu veux, tu peux pendre, tu peux dégouliner, tu peux être gros, machin. T'as réussi à faire un miracle et je t'en serais reconnaissante à vie, quoi. Voilà, c'était très beau. C'est très très beau, c'est très très beau, c'est magnifique. Ça m'émeut, donc je vais faire un peu. Super. Et là maintenant vous êtes 4. Là maintenant vous On êtes est 4. 4. Et comment ça se passe la vie à 4? On a tendance à souvent entendre des récits où c'est quand même plus compliqué d'avoir 2 enfants. Alors toi c'est pas spécialement en bas âge, il y a quand même cet écart d'âge qui peut-être peut aider. Ah oui. Et est-ce que tu arrives toujours à être dans la bienveillance que tu voulais par rapport au fait d'avoir 2 enfants? Alors oui, mais ça s'explique très facilement par 2 choses. La première, c'est que il y a quelque chose que j'avais pas du tout fait pour Ellie, c'est un mois d'or.
Alors, il n'était pas totalement d'or pour Tao, c'est-à-dire qu'on a quand même vu du monde, que je me levais, que je faisais des choses et que je m'occupais de ma fille fatalement. Donc, du coup, j'étais pas allongée, on ne s'occupait pas de moi en permanence. Mais j'ai vraiment pris soin de moi, j'ai pris soin de mon rythme, je suis restée allongée le plus possible, j'étais vraiment allaitement à la demande et tout ça. Pour Ellie, j'ai repris le boulot une semaine après sa naissance. Et puis j'étais dans un truc de il faut la nourrir toutes les 3 heures, nanana, et je comprenais pas pourquoi elle pleurait. Pour le coup, là déjà ça a facilité les choses. J'ai pris vraiment le temps et j'ai pris soin de moi. Je me suis vraiment mis à mon écoute sur mes besoins. Je me suis pas focalisée, tu vois, sur même des trucs. Oui, mon chaton. Je me suis pas focalisée sur des trucs type le regard que je pouvais porter sur mon corps et tout. J'étais là, Balek, c'est pas le moment, pardon. Désolée. On va la garder. Je me suis dit, c'est bon là, je veux dire, tu viens de mettre au monde un bébé, tu dois l'allaiter, donc eh ben c'est ok que ton corps il ait besoin d'un temps avant de retrouver sa beauté dans le temps. Donc du coup voilà, beaucoup de bienveillance envers moi-même. Et la deuxième raison, c'est que Thibaut et moi, on est tout le temps ensemble et que on travaille tous les deux de chez nous. Ce qui fait qu'on est très très disponible pour nos enfants et qu'on a vraiment, on s'est vraiment bien mis d'accord sur un truc, c'est que quand on commençait une activité avec Ellie, on allait au bout de cette activité. En gros, quand par exemple, je sais pas, je commence à faire une activité manuelle avec elle, si Tao il a besoin de moi, Thibaut s'occupe de Tao pour le bercer, le faire patienter, pour que j'aille au bout de mon activité avec Ellie, pour pas qu'elle se dise ah bah super, en gros dès que Tao il a besoin, ma mère elle me lâche et puis voilà quoi. Et du coup ça a vraiment contribué à notre équilibre. Et vraiment, c'est très compliqué pour moi de témoigner là-dessus parce que je sais que je suis très privilégiée et que c'est pas représentatif de la difficulté que peuvent rencontrer certaines mères qui se retrouvent seules après les 28 jours de congé paternité. Je sais que plein de gens sont très très contents de ce congé, mais qu'il est encore beaucoup trop court. Donc du coup, voilà, je sais que je suis pas très représentative de la difficulté que c'est de devenir parent de 2 enfants et de devoir gérer le rythme d'école si l'enfant est scolarisé, plus le rythme d'un nouveau-né. Bah, que tu n'en sois pas représentative aujourd'hui, oui. Que ça puisse nous servir d'inspiration pour ce qui pourrait aller à plus de monde, en tout cas ce qui pourrait être le choix disponible pour plus de parents, bah, ça me semble intéressant quand même d'en parler dessus. Bah pour le coup, c'est vrai, c'est ce qu'on s'est toujours dit avec Thibaut, c'est que notre confort de vie qui prend du coup un peu le dessus sur notre confort financier, en fait, il prédomine. C'est-à-dire que nous, on préfère du coup se passer de certains luxes, mais vivre cette vie qu'on trouve extrêmement épanouissante et très enrichissante et avec du coup des rapports entre nous 4 qui sont vraiment de qualité. Plutôt que un confort financier qui du coup nuirait en fait à cette relation-là. Et c'est un vrai choix hein, pour le coup. Je peux comprendre qu'on le fasse pas. Pour le coup, nous, maintenant qu'on a touché du doigt ce confort-là, ce serait difficile de repasser à Thibaut qui part travailler toute la journée et qu'on ne voit que le soir ou le week-end, tu vois. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien et je te rejoins totalement. C'est aussi ce qui guide un petit peu mes choix de vie. Donc, je comprends. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Cédric. Pour tous ces chouettes témoignages. À bientôt. À très vite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.